Bonjour ceux qui se lèvent tôt le matin, il est 7 heures, nous sommes ensemble, nous sommes dimanche, on va passer une heure en compagnie d'une personne qui va nous apporter beaucoup. C'est un homme intelligent, c'est un montagnard, ça c'est d'une grande qualité, et on va le découvrir dans un instant. Il est là sur ce plateau, vous le voyez seulement en silhouette, mais pour le moment on va revenir en arrière. Si la semaine dernière vous n'étiez pas avec nous, vous avez loupé Jane Birkin et le lendemain, François-Olivier Gisbert. Si je vous dis Jane, ah oui, vous avez trouvé, c'est Jane Birkin. Parmi les épreuves qui vous ont touché ces dernières années, Jane, vous avez connu la maladie. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes guérie? Autant que je peux l'être, je suis. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir ces derniers mois? On n'a pas le choix, on a des enfants. On a des petits-enfants. Est-ce que vous avez conscience d'avoir inventé une nouvelle forme de beauté, d'esthétique? Je crois que j'ai réconforté les filles qui n'avaient pas de sein. Dans les mains et vues par Serge, j'étais dans Lui Magazine en permanence, sans être payée gratos, tellement j'étais contente. Le fait d'évoquer Serge Gainsbourg, de chanter Serge Gainsbourg, est-ce que ça ne fait pas fuir des compagnons en puissance? Oui, oui, évidemment. Mais peut-être aussi, ça vous rend piquant. Hein. Est-ce que vous êtes amoureuse en ce moment? Ça fait 20 ans. Que vous l'êtes? Que je ne suis plus. Que vous ne l'êtes plus? Non, j'ai vu une... Ça vous manque? Oh oui, la compagnie me manque en fait. Quelle est votre réaction au Brexit? Catastrophe. Et encore, rien n'a encore commencé. C'est dans 2 ans qu'ils vont vraiment ressentir. Les fermiers, toute l'agriculture anglaise qui était subventionnée par l'Europe. Par Europe, je pense qu'ils vont sentir ça très péniblement. Les attentats de Londres. Oui. Comment vous avez ressenti ça, particulièrement dans votre chair? Les gens se sont comportés de manière merveilleuse, comme en France d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais très touchée que le Tour Eiffel s'est éteinte cette nuit-là. Je pense que les Anglais étaient vraiment très touchés par ça, et moi aussi. C'est la bonne attitude à avoir? Évidemment. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Payer les additions. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Bouffer tout ce qu'il y a dans le frigidaire au milieu de la nuit. Ah, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa femme. Et chez une femme? Son mari. Est-ce que vous préférez une vérité qui blesse ou un mensonge qui console? Un mensonge qui console. Vous venez me rejoindre, France? Tout de suite. Olivier Gisbert. Vous dites que votre père vous a volé votre enfance. Oui, il l'a volé parce que, à cause de la violence. Mon père, enfin, c'était juste incroyable, la violence qu'il mettait dans la maison quand il rentrait. Mais ça, c'était au début, bien entendu. Tout ça, c'est atténué avec le temps. Contre votre mère et contre vous-même. Contre moi, ça a toujours été différent. Je le cherchais tout le temps, puisque j'essayais de venger ma mère. Et puis, comme souvent dans les couples... Elle se rebiffait ou pas? Bien sûr. Ah oui, ma mère était très féministe. Elle m'a inculqué ça, d'ailleurs. Moi-même, je suis une féministe. Vous dites d'ailleurs que vous lui avez jamais pardonné. Oui, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai écrit... Et que vous le regrettez. Bien sûr, j'ai écrit un livre américain. Au départ, c'est mon père le salaud. Et à la fin, c'est moi le salaud, parce que je ne lui ai pas pardonné. Et c'est vrai qu'à la mort de mon père, je me souviens avoir pleuré peut-être 3-4 jours d'affilée. J'étais le plus malheureux des hommes. J'ai retrouvé mon père une fois qu'il était mort. Quand on dit de vous que vous êtes une girouette... Oui, c'est-à-dire que vous pouvez aimer, puis le lendemain détester? Moi, je suis assez girouette. Girouette, c'est-à-dire dans le sens que je me prends pas pour le vent, parce que la girouette qui se prend pour le vent, il n'y a rien de pire. Donc j'ai quand même une grande modestie. Mais là encore, je vais citer Jean Daniel, qui me disait toujours, il m'a appris, d'ailleurs, il faut savoir changer d'avis. Et c'est vrai que ça peut m'arriver sur une situation donnée, sur une situation politique, de dire en 5 minutes l'inverse, parce que j'aurai une information qui contredisait la précédente. Et c'est pour ça que le journaliste, s'il fait bien son métier, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, il doit surtout être humble et modeste parce que, la vérité change de face. Vous pensez avoir plus d'amis que d'ennemis? Quand on fait ce métier, qu'on le fait à fond la caisse, franchement, on a beaucoup d'ennemis et c'est normal, il faut l'assumer. Et je trouve normal aussi que des politiques que vous avez malmenés vous insultent, vous critiquent très violemment, fassent tout pour vous virer, ce qui m'est arrivé souvent. Pour rien au monde, je sacrifierai ma liberté. Je vais vous demander de répondre comme si vous étiez une femme. Bon, ça va être très facile. Qu'est-ce que vous faites face à un homme trop insistant? Je me bats, ça je supporte pas. Ça. Si vous étiez inscrite sur un site de rencontre, comment vous vous décririez? Folle. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Je regarde comment il se tient. Je trouve que c'est mieux les hommes qui se tiennent droit. Droit. Alors, est-ce qu'il se tient
droit, cet homme qui est notre invité ce matin. Tout d'abord, quelle est votre profession? C'est compliqué ça. J'ai d'abord été médecin et maintenant j'écris des livres. Votre situation familiale? Je suis marié. Votre obsession dans la vie? Je ne sais pas, la montagne peut-être. Et votre devise? Comme je suis né à Bourges, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible, comme Jacques Coeur. Et votre prénom et votre nom? Alors, Ruffin, Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes pionnier de l'humanitaire, vous avez été ambassadeur au Sénégal, vous êtes écrivain, comme vous nous le rappeliez il y a un instant, et vous êtes un académicien. Et vous menez d'ailleurs un débat aussi chaque vendredi sur France Culture. Mais vous nous faites de la concurrence maintenant. Ah, c'est pas un débat, c'est une conversation. Oui, c'est ça, c'est une conversation. Comme la conversation que nous allons avoir, vous êtes d'accord? On va évoquer aussi votre nouvel ouvrage, Le Tour du monde du roi Zibeline. Alors c'est un livre historique, c'est un livre d'aventure, de voyage, de découverte, plus que ça, et d'amour aussi. Très important, c'est l'histoire aussi d'un couple. Nous aurons le plaisir de rencontrer Marielle Gallet. Marielle Gallet a écrit ce livre sur son mari, Max Gallo, qui a été souvent notre invité, qui est aussi un illustre académicien, très bel écrivain. Elle viendra nous raconter comment elle vit aujourd'hui, au jour le jour, avec lui, sa maladie de Parkinson. Elle sera notre invitée tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que vous avez eu, vous, Jean-Christophe, une enfance heureuse? Non, je pense que j'ai eu une enfance solitaire, mais pas heureuse. J'ai eu une enfance extrêmement fruste après la guerre, avec peu de gens autour de moi. Mais finalement, chaque chose avait du prix. Voilà, et je crois que ce que j'ai acquis pendant mon enfance m'a énormément servi. Donc finalement, bien longtemps après, j'en suis très heureux. Vous pensez que vraiment l'enfance est fondatrice de la vie d'adulte? Oui, bien sûr. Et pour moi, particulièrement parce que je dois dire que jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est une enfance recluse, immobile, dans une ville qui est Bourges, une ville du centre de la France, après la guerre, élevée par des grands-parents, donc avec une grande immobilité, une proximité de l'histoire, du temps. Je ne vois pas le temps long comme quelque chose d'étranger. Pour moi, c'est familier. Et tout ça, évidemment, aujourd'hui, continue de me déterminer beaucoup. Vos parents ont divorcé alors que vous aviez 1 an. Vous n'avez pas connu votre père, vous le connaîtrez plus tard. Est-ce que vous l'avez idéalisé, ce père? Oui, mais ça, d'ailleurs, c'est assez banal de dire que les écrivains, souvent, n'ont pas eu de père ou de figure paternelle près d'eux. Ça a été mon cas. Alors, quand on n'a pas de père autour de soi, d'abord, on le regrette, oui. Ouais. On l'imagine et puis après on se dit mais finalement c'est peut-être une chance finalement parce que au fond rien ne vous a été imposé, donné, aucun cadre et il a fallu tout créer soi-même. Voilà, d'où peut-être le goût pour l'imaginaire. Et quand vous l'avez rencontré, vous avez été déçu? Les choses étaient jouées, si vous voulez. Moi je l'ai rencontré, j'avais tard. 18 ans et de toute façon c'est un homme que je respectais mais qui n'était plus avec lequel je n'avais plus les relations qu'on peut avoir avec un père. Vous avez habité avec votre mère seulement à l'âge de 10 ans. Pour quelle raison? Parce que ma mère a commencé une vie professionnelle très dure. C'est curieux parce que les gens qui ne me connaissent pas pensent souvent que je suis un fils de famille. Ouais. Alors qu'en fait, j'ai eu une enfance assez difficile du point de vue matériel. Ma mère n'a pu me prendre avec elle à Paris qu'à l'âge de 10 ans. Avant, elle faisait des petits boulots mal payés. Elle habitait des chambres de bonne et elle ne pouvait pas me prendre avec elle. Avec une femme ambitieuse. Une femme ambitieuse, puis qui a vécu cette période extraordinaire, dont j'ai jamais parlé dans un livre, mais j'en ai très envie, peut-être que je le ferai un jour, qui est cette période pionnière pour les femmes, si vous voulez, où les choses n'étaient pas encore, j'allais dire, ouvertes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui tout est conquis, mais enfin quand même, tout était difficile. Il fallait, pour ouvrir un compte en banque, avoir l'autorisation de son mari. On ne se souvient pas de ça. Il n'y avait pas de machine pour distribuer le billet dans les rues. Il fallait supplier l'épicier du coin de vous donner contre un chèque d'argent, etc. Et quand vous travailliez, tout était difficile. Et pour une femme seule, dans cette période-là, il y avait à la fois plein de possibilités,
C'était la période de femmes comme Françoise Giroud ou d'autres qui ont ouvert toutes ces portes. Et c'était le cas de ma mère. Et puis en même temps, c'était très dur. Elle a connu d'ailleurs un escalier social, parce qu'elle a commencé petite, Oui. Secrétaire. Oui, vous dites escalier, c'est bien, c'est mieux qu'ascenseur, parce que l'ascenseur, on appuie sur un bouton, ça monte tout seul. Ouais. L'escalier, il faut se fatiguer. Et ça a été très fatigant. Et d'ailleurs, elle en est morte très jeune. Je pense que ça l'a... Voilà, elle y a laissé sa santé, enfin. Mais c'est vrai, elle a commencé comme dactylo, même pas. Et elle a fini, était directrice de la communication du Crédit Agricole. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de... mais tout était possible. C'était les 30 Glorieuses, vous comprenez? Pour des gens qui avaient envie de se battre, c'était son cas. Vous en tirez une certaine fierté? Ah oui, une grande fierté. Et je dois dire que c'est pour ça peut-être que je n'ai jamais parlé de ma mère dans un livre. C'est parce que c'est un sujet extrêmement, pour moi, délicat, précieux, si vous voulez. Je ne peux pas y toucher sans... Il faudrait que je le réussisse. Ce livre-là. Vous la sacralisez même, votre maman? Je la sacralise pas parce que je l'ai vu dans toutes les conditions de la vie, y compris les plus précaires et les plus humaines et les plus tragiques. Mais je suis très très reconnaissant de ce qu'elle m'a donné. Ouais. Vous êtes reconnaissant aussi à ce monsieur? C'est votre grand-père? Oui, c'est mon grand-père. Ouais. 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 D'ailleurs, il manque quelque chose sur cette photo. Juste au-dessus, il y a la photo de Clémenceau. Et mon grand-père était médecin et il admirait beaucoup Clémenceau. Et là, il y avait une sorte de petite... mon grand-père avait été déporté pendant la guerre. C'était un grand résistant. Il avait caché, dans la maison, on cachait des aviateurs. Enfin, Vous en étiez conscient? Oui, oui. Vous savez, quand j'étais enfant, c'était très, très présent, ces commémorations où les anciens déportés en costume rayé allaient crier « plus jamais ça », etc. C'était très, très fort. Hein. Mon enfance a été... accompagné par ça, hein, les camps, enfin c'était très présent. C'est lui qui vous a donné l'envie, la vocation de devenir médecin aussi? Oui, mais il faut dire que j'avais personne d'autre sous les yeux, donc si vous voulez, pour moi, la seule fonction sociale, ce que je voyais, puisque j'habitais dans cette maison avec ces deux personnes âgées, si vous voulez, ma grand-mère qui ne travaillait pas et mon grand-père. Il y avait que la médecine. Pour moi, c'était une évidence. Enfin, il n'y avait rien d'autre. Alors après, quand j'ai commencé mes études secondaires, j'avais d'autres idées, mais disons que celle-là, c'était l'idée naturelle. Quoi. Voilà, c'était normal. Pour moi, c'était la voie toute tracée. Bien joué, puisque la suite le prouve. Votre histoire nous est racontée ce matin par Magali Defer. Pour vous, Jean-Christophe Ruffin, l'écrivain qui aimait tant raconter les histoires, la vôtre pourrait s'écrire en 6 chapitres. À l'origine, il y a la médecine, plus qu'une passion, une vocation héritée de votre grand-père. Médecin, je suis, médecin, je reste, même si je fais autre chose. Jeune interne en neurologie, vous tournez vite en rond dans les couloirs des hôpitaux. Vous êtes un peu comme le soigneur qui est sur la touche, mais moi j'avais envie d'être sur le terrain. Alors à 24 ans, vous vous engagez dans l'humanitaire et partez en Érythrée. Au début, on nous a pris surtout pour des rigolos. Il en faut bien plus pour vous décourager. Vous, le French Doctor, parcourez la Terre avec Médecins sans frontières. Et dans les années 2000, vous devenez même président de l'ONG Action contre la faim. Mais vous délaissez un temps le terrain pour les cabinets parisiens. En 86, vous voilà conseiller auprès de Claude Maluret, secrétaire d'État aux droits de l'homme, puis de François Léotard, ministre de la Défense. Et à force d'observer les hommes, vous vous mettez à les raconter. Écrivain, c'est un métier qui vous réussit plutôt bien. Goncourt du premier roman, prix interallié avec le second et en 2001. Le prix Goncourt à Jean-Christophe Ruffin pour son roman Rouge Brésil. Des romans nourris par votre vie nomade qui nous mène au Brésil, en Éthiopie, en Bosnie ou sur les chemins de Compostelle, tous des succès de librairie. En 2007, l'auteur devient ambassadeur. Nommé par Nicolas Sarkozy à Dakar, vous êtes confronté à un nouveau défi, la diplomatie. Monsieur le... Non. Pas évident de se faire entendre, votre franc-parler est mis à l'épreuve. Un des grands problèmes de ce métier, c'est que il faut tourner 3 fois, 7 fois sa langue dans sa bouche et qu'on finit par ne plus rien dire. 2010, fin de l'expérience pour son excellence. Enfin, vous êtes académicien. À 56 ans, vous entrez sous la coupole comme le plus jeune des immortels. Vous êtes encombré cette fois-ci d'un maniaque de la montagne. C'est vrai que vous êtes aussi devenu montagnard, mais ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'il y a certains choix que vous regrettez aujourd'hui? Ouais, il paraît que quand on pose cette question aux gens, ils veulent toujours recommencer leur vie. Moi, je pense que je ferai comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choix que je regrette, mais au fond, je ferai toujours la même chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait quand même?
Non, mais j'ai longtemps regretté, par exemple, si vous voulez, d'avoir autant erré. Je me suis dit, par exemple, puisque j'aime écrire des livres, j'aurais pu commencer comme ça. Et puis finalement, aujourd'hui, je me dis... Mais ça n'aurait pas été les mêmes. Voilà, jamais je n'aurais écrit ce que j'ai écrit si je n'avais pas eu d'abord une sorte de détour par la vie, quoi, tout simplement. Donc non, voilà. Vous avez été tenté par un mandat politique à un moment donné, c'était très court, hein, à Bourges. Non, on m'a proposé des choses. Vous y avez réfléchi un peu, pas longtemps. Hein. J'y réfléchis un peu, j'aime beaucoup ma ville et j'aimerais la servir. Mais si vous voulez, la liberté de l'écrivain est peu compatible avec les contraintes de l'homme politique, quoi. Et vous n'aimez pas les contraintes, hein? Mais c'est-à-dire que je peux les supporter. La preuve, c'est que j'ai été ambassadeur pendant 3 ans et que j'ai fait très attention à ce que je disais, quoi qu'on pense. Mais pour s'exprimer, il faut une liberté. Et tous ceux, vous savez, dans les années 80, François-Régis Bastide, d'autres écrivains ont été nommés ambassadeurs, par exemple. Eh bien, à chaque fois, on constate que ça a été pour eux une longue éclipse de création. Et je crois qu'on ne peut pas faire les deux. Quand vous dites j'ai été un peu la reine d'Angleterre à Dakar en tant qu'ambassadeur, ça se traduit comment? Parce qu'à Dakar, l'ambassadeur de France, si vous voulez, est une personnalité qui compte beaucoup, puisque notre pays conserve évidemment en Afrique et en particulier au Sénégal un poids énorme. Donc, si vous voulez, ça se traduit par une difficulté à faire ce que vous voulez. Moi, j'allais courir, par exemple, le matin, etc. Bon, mais il y a toujours des gardes, il y a toujours des gens qui vous observent. Voilà, on ne représente pas que soi-même, on représente un État et pas n'importe lequel. Donc, voilà, ce sont des contraintes considérables. Vous avez apprécié, en fait, le monde politique? Alors, quand j'apprécie pas, quand je me dis toujours, je suis romancier. C'est-à-dire que même les choses qui me déplaisent, je les prends et je m'en nourris. Alors, je ne sais pas si j'ai apprécié le monde politique en tant que tel. Je crois que je répondrais non. Mais observer le pouvoir, côtoyer le pouvoir, ne pas en avoir. Moi, je n'avais pas de pouvoir comme ambassadeur, très peu. Mais j'étais proche du pouvoir. Je l'observais sur place. Et qu'est-ce que vous avez appris de lui? Tout. Les manières de cours, les bassesses humaines, toutes des choses qu'on sait, qu'on sent. Mais quand on les voit et quand on les vit, c'est autre chose. Si vous voulez. Et pour un romancier, c'est merveilleux. Mais est-ce que l'univers Germano-Pratin, donc littéraire de la maison d'édition, des maisons d'édition, n'est pas le même? Sans doute, il y a sûrement, mais moi je ne travaille pas dans une maison d'édition, si vous voulez, mes relations avec le monde littéraire finalement sont assez éloignées. En fait, c'est assez bizarre parce que ça fait 20 ans que je fais des romans maintenant, puisque le premier, on l'a mentionné tout à l'heure, c'était en 1997, donc ça fait 20 ans cette année, une quinzaine de romans, et pourtant ma force, je dirais, c'est justement d'être en dehors. Voilà, donc je suis à la fois immergé là-dedans et en même temps, tout le monde le sait, je ne suis pas germano-pratin. D'ailleurs, certains me le reprochent, je ne fais pas partie des cours, des coteries, des chapelles, etc. J'écris les livres qui me plaisent et puis c'est tout. Voilà. D'ailleurs, pour casser ce cadre qui pourrait être un peu académique, même en tant qu'académicien immortel, en 2014, vous partez au Burundi. Oui, ouais. C'est-à-dire que... Vous partez 3 mois, de nouveau pour renouer en fait avec votre véritable mission d'humanitaire. Oui, c'est-à-dire que je voulais revoir, enfin, la clinique médicale me manquait, donc j'ai fait plusieurs semaines de retour ici dans les hôpitaux, etc. Et je voulais une expérience, je voulais me réimmerger, si vous voulez, non pas dans des choses administratives, diriger des missions, etc. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais retourner un peu à la base, voir si j'y avais toujours ma place. Est-ce qu'on retrouve les mêmes gestes? Alors, totalement. Du point de vue technique, il n'y a aucun problème. Ce qui a disparu aujourd'hui, malheureusement, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, voilà, et puis vous ne dites rien d'autre. Les gens, où que vous soyez dans le monde, tapent sur Internet et voilà, et 3 minutes après, c'est fini. Donc ils vous regardent différemment. Et 3 minutes après, vous n'avez plus aucun anonymat. Et ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que, et c'est la nouveauté par rapport au monde que j'ai connu quand j'ai commencé à voyager, où on pouvait être très loin. Aujourd'hui, on n'est plus jamais très loin parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette toile dans laquelle on a une place et on ne peut pas la changer. En quoi l'engagement humanitaire a beaucoup changé? Aujourd'hui, vous voulez dire en général, je crois d'abord que le monde est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus éclaté. Moi, quand j'ai commencé, c'était la période de la guerre froide, donc c'était un monde qui était ordonné. Il y avait l'Est et l'Ouest, il y avait et 2 blocs. 2 blocs, il y avait des zones qui étaient relativement bien identifiées, avec des zones d'influence, si vous voulez. Donc on savait à peu près où on allait.
Aujourd'hui, on a affaire à des conflits beaucoup plus éclatés. Et puis surtout, les humanitaires sont devenus des acteurs et donc des cibles, c'est-à-dire donc des victimes. Et donc on les prend en otage, on leur tire dessus, etc. Le résultat, c'est qu'il y a maintenant des champs entiers du monde, si vous voulez, qui sont inaccessibles pour des expatriés, pour des gens qui partent en mission. On ne peut plus les envoyer dans le Sahara, en Syrie, etc., sous peine de les condamner à mort. Évidemment, ça, c'est un grand changement. Mais dans votre roman Checkpoint, vous parliez même de la nécessité non plus de leur apporter de l'aide humanitaire, mais aussi des armes. C'est-à-dire que dans un certain nombre de circonstances historiques, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, face à certaines réalités, la réponse n'est plus seulement humanitaire. Face à Hitler, si vous voulez, la solution n'était pas d'apporter des couvertures à Auschwitz. C'était de se battre. C'était de résister, c'était d'aider les gens qui se battaient. Et il y a un niveau, j'allais dire, de violence, de menace, de risque, parfois dans le monde aujourd'hui, qui fait que la réponse humanitaire n'est plus suffisante. François-Olivier Gisbert, qui était à votre place dimanche dernier, il disait qu'il faut parler à tout le monde. Est-ce qu'il faut parler, par exemple, à Bachar el-Assad ? Ah oui, moi je l'ai toujours dit, ça m'a valu bien des ennuis d'ailleurs. Oui, parce que il y a un fantasme qu'on a quand on est occidental et qu'on agit dans ces pays, c'est de penser qu'on n'aura que des gentils en face de soi. Bon. Au Moyen-Orient, des gentils, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ce n'est pas la question des gentils et des méchants, c'est une vision un peu américaine des choses. Je pense qu'il faut regarder qui représente quoi. Bachar el-Assad représente une partie, je ne dis pas la Syrie, je dis une partie de la Syrie. Et on ne va pas détruire, on ne va pas anéantir les Alaouites. On a voulu faire ça avec Saddam Hussein, par exemple. Les Américains ont pensé qu'ils pouvaient absolument éliminer les sunnites. Ils sont en train de revenir sous une autre forme qui est Daesh. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut laisser à chacun, dans ce genre de situation, une place. Et Bachar el-Assad, malheureusement, en a une. Pour revenir à l'humanitaire, est-ce qu'il y a une autre forme d'humanitaire aujourd'hui? Je pense que vous êtes au courant. Il y a un garçon qui est français, qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Jérôme Jarre, qui est un YouTuber de 28 ans et qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Vous allez regarder cet appel et en fait, il a réussi à recueillir plus de 2 millions de dollars. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui. Déshydratée, après qu'elle ait marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. Aujourd'hui, sur la planète Terre, il y a 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail, n'ont plus de nourriture et qui s'apprêtent à vivre la pire famine. On peut se mobiliser, on peut chercher des solutions, on peut essayer, surtout avec les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux. Et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie. J'espère que ces images vont vous permettre de vous connecter plus aux personnes qui ont besoin d'eau ici. C'est des personnes magnifiques. Mouna! Mouna! Vous voyez? Paris réussi, on le voit là à Mogadiscio, 60 tonnes de nourriture donc, qui ont été acheminées par un avion de Turkish Airlines, et ça gratuitement. Qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme celle-là? C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Moi, je pense qu'on a besoin de renouveler à chaque époque l'humanitaire. Donc aujourd'hui, parler au grand public pour recueillir des fonds, c'est comme ça. C'est très très bien. Et je pense qu'ils ont... il y a un ton, il y a un public différent aussi, plus jeune, etc. C'est parfait. Il ne pourra pas faire l'économie, ce garçon, de tout ce qui fait la difficulté de l'humanitaire, et qui n'est pas forcément uniquement la levée de fonds. C'est-à-dire que la sécurité, par exemple, à qui il va distribuer l'eau et les médicaments qu'il apporte, etc., etc. C'est-à-dire que il va réinventer un certain nombre de choses, la collecte de fonds, mais pas tout. Et malheureusement, il y a un certain nombre de problèmes qu'on connaît bien et qui vont se poser à lui aussi. Oui, et puis l'économie locale, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, bien sûr, créer un développement sur place? Absolument. Et si vous voulez, c'est la limite de cette espèce d'amateurisme, parce que c'est formidablement enthousiasmant de se dire, bon, on est voilà, on ne connaît pas, c'est de l'énergie, etc. Il ne faut quand même pas... considérer ces pays, c'est pas la Lune, si vous voulez, c'est des pays qui ont une histoire, qui ont une géographie, qui ont une économie,
qui sont en conflit. Qui sont en conflit, qui présentent un certain nombre de risques, qui ont une souveraineté aussi, etc. Donc il faut tenir compte quand même de tout ça et ne pas se dire, voilà, on est sur la planète web, là, et puis on débarque avec notre soucoupe volante. C'est pas si simple, malheureusement. Mais il n'empêche que ces initiatives-là... Non, pour collecter des fonds, c'est sont formidable. utiles. Après, il faut injecter ça dans les bons tuyaux. Si on connaît Jean-Christophe Rufin seulement comme écrivain, c'est pas suffisant. Il faut savoir qu'il a un lieu, il a un endroit un peu secret où il aime bien écrire notamment. C'est là où il réfléchit, c'est là aussi où il fait du sport, où il fait de l'escalade. Et on l'a vu en plein exercice puisqu'on a passé une journée avec vous dans votre chalet à Saint-Nicolas-de-Véros. Alors là, franchement, ça donne envie. Vous allez voir les images. Vous nous avez partagé donc cette passion et c'est Magali Defer et Paul Touvenin qui vous ont accompagné, Jean-Christophe. Bonjour, bienvenue à Saint-Nicolas-de-Véros par un beau temps. Ça fait 15 ans que j'ai cette maison, après avoir eu le prix Goncourt. Vous voyez, comme quoi les prix littéraires servent à quelque chose quand même. On est loin de tout, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Pour un écrivain, c'est l'endroit idéal parce que seuls quelques acharnés montent jusqu'ici et donc on a une paix royale. C'était au départ une grange et une étable avec une caractéristique architecturale. C'est un fumoir pour les jambons, les saucissons. C'est pratiquement un monument historique, hein. Elle est de 1635. J'aime penser que ce qui m'environne a été traversé par des gens venus d'autres époques et que finalement, il n'y a pas d'obstacle entre ma vie et ce qu'eux ont pu ressentir à leur époque. Et je pense que c'est comme ça que je nourris mes livres. Je voulais marquer l'appartenance des différentes chambres à mes enfants. Les deux petites biches, là, Gabriel et Valentine. Ça, c'est mon fils. On reconnaît son sourire. Moi, ça me plaisait bien. Eux, ça leur a pas plu, mais bon. On est tous un peu des sangliers ici. Vous pouvez avoir un côté un peu féroce? Ça fait 20 ans que je survis dans le monde littéraire, vous savez, il faut avoir des... Je viens pas au bureau pour être au bureau, ça n'a pas de sens. Je m'assois là parce que j'ai un truc à écrire et quand je m'y mets, ça va très très vite. C'est de l'ordre de quelques jours. Il y a une fluidité dans mes livres qui tient au fait que justement, ils sont écrits dans cette espèce de continuité. Du coup, pendant ces périodes-là, il ne faut pas trop venir vous parler. Ah bah là, c'est le sanglier qui vous accueillera, avec les dents. Je trouve que c'est ce qui complète le mieux, justement, l'activité intellectuelle, c'est d'avoir une activité physique assez intense. On va aller faire une petite après-midi de grimpe. Je suis un montagnard d'adoption. J'ai choisi d'y venir, j'ai choisi d'y rester. J'ai fait de cette région un lieu d'inspiration, de vie et de travail. Je suis devenu montagnard. On y va? Ça fait longtemps, Jean-Christophe, que vous faites de l'escalade? Oh oui, hélas. L'escalade du 3e âge, je trouve que dans les maisons de retraite, ça va quand même avoir du succès. C'est un retour à la réalité. Dans l'écriture, tout est plus ou moins possible. Vous êtes le roi du monde, vous faites ce que vous voulez avec vos personnages. Quand vous êtes ici, vous êtes obligé de vous plier à autre chose. La seule réalité, elle est là. Et en dessous, c'est la liberté. Il faut évidemment pas avoir peur du vide, ça c'est certain. Il faut même aimer quelque part le vide. Et ça produit au bout d'un moment une sorte de plaisir très particulier d'être dans cette autre dimension de l'espace. Un déplacement vertical. C'est original comme cadre pour interviewer un académicien, non? Oui, je pense que vous n'en verrez pas forcément d'autres. En tout cas pas aujourd'hui. Les intellectuels, ils sont comme les autres. Ils doivent venir du même monde et vivre dans le même monde. Pour mettre le monde dans son livre, il faut parcourir le monde, y compris dans des endroits comme ceux-là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? On peut remplir des fonctions, on peut avoir des succès, on peut avoir beaucoup de choses dans la vie. Le moment où on est le plus libre, c'est quand on arrive à se défaire de tout ça, quoi. Voilà. Et la montagne, pour ça, c'est une belle école. Bon, à bientôt et je vous retrouverai la prochaine fois plus à l'horizontale. Voilà, Jean-Christophe Rufin dans son élément. Vous êtes un peu misanthrope quand même, non? Non, non, mais on peut pas être misanthrope quand on fait de l'escalade, on est forcément oui. Non, je suis un peu sanguin. Solitaire. Solitaire. C'est-à-dire que, non, j'aime bien l'alternance des deux. J'aime bien rencontrer du monde et puis j'aime bien me retrouver là-bas où je passe quand même le plus clair de mon temps maintenant. Alors maintenant, vous écrivez essentiellement. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire dans un but alimentaire? Non. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir beaucoup de lecteurs. Mes livres
on rencontre cartonne, très... on Oui, peut le parce dire. que depuis toutes ces années, finalement, j'ai créé petit à petit, fidélisé, comme on dit, un lectorat. Donc, de ce point de vue, j'ai cette chance de pouvoir vivre de ce que j'aime. Voilà, donc c'est comme ça, mais je n'écris pas pour gagner ma vie. Il se trouve que je gagne ma vie en écrivant. Pas mal. Vos livres, quand ils sont adaptés au cinéma, à la télévision, il y en a un là, qui est en cours de tournage, Oui. Collier rouge de Becker. Avec Jean Becker, oui. Ouais, De avec Jean un Becker. scénario de Jean-Loup Dabadi. Voilà, C'est ça. absolument. Oui. Absolument. Ça vous met en joie? Ah oui, 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 d'autant plus que j'ai travaillé avec les deux. Jean Becker est un grand cinéaste, Jean-Louis Dabadi, très grand scénariste, un ami, confrère de l'Académie. Et on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. J'espère que le film sera bien. On a trouvé... Avec François Cluzet. Avec François Cluzet. On a trouvé les acteurs. Ce qui manque, c'est le chien maintenant. Mais bon. Quel est le moment que vous préférez, vous, dans l'écriture? Ben, c'est le moment où je m'y mets et où je suis dedans. On dit qu'il y a des écrivains qui aiment écrire, d'autres qui aiment avoir écrit. Moi, j'aime être dedans. Je suis vraiment très heureux pendant que je fais un livre. Je trouve Mais que ça dure pas. insupportable. Non, parce qu'en même temps, j'ai l'impression d'un état de grâce, si vous voulez, un peu comme un avion. Alors, on a toujours peur, effectivement, de s'écraser au sol, si la grâce, tout d'un coup, cesse. Ouais. Mais tant qu'on est dans cette espèce de bonheur d'accompagner des personnages, comme j'ai eu le bonheur de le faire pour Le Roi Zibeline, là, bah on est très heureux. Moi, si je ne suis pas heureux en écrivant, vous savez, les lecteurs ne le seront pas non plus. Vous nous présentez Auguste et Aphanasie. Alors, oui, ce sont deux personnages. Alors, c'est un personnage réel, Auguste, et Aphanasie aussi, partiellement. Enfin, ce sont des personnages qui ont existé donc, au XVIIIe siècle. Auguste Beniowski était un aventurier extrêmement célèbre. Aristocrate? Un aristocrate hongrois qui a eu une vie absolument incroyable, puisqu'il s'est battu contre les Russes. Il a été déporté en Sibérie. Il s'est évadé, c'est là qu'il a rencontré cette Aphanasie, qui était la fille du gouverneur. Il s'est évadé en volant un bateau avec 80 personnes, il voit les choses en petit. Hein. Et il est parti vers le Japon, la Chine, la France. Et là, le roi de France l'a chargé d'aller conquérir Madagascar. Et alors, ce personnage qui n'avait absolument rien à faire là est devenu roi de Madagascar. Mais il ne s'est pas contenté de ça et l'histoire continue puisqu'après il va aux États-Unis, etc. Voilà, c'est une histoire absolument étonnante que j'avais envie de raconter. Jean-Christophe, vous contez en fait leur récit et eux-mêmes donc comptent leur récit à quand même Benjamin Franklin, qui est le père fondateur des États-Unis d'Amérique. Voilà. Oui, parce que dans leur périple, après Madagascar, les Français en fait ne vont pas supporter l'attitude d'Auguste qui va en fait prendre fait et cause pour cette île contre les Français. Il ne veut pas la coloniser, il veut en fait qu'elle soit indépendante. D'ailleurs, les Malgaches lui sont reconnaissants. Aujourd'hui, il y a des rues qui portent son nom là-bas. Et ce personnage va donc partir aux États-Unis. Il va rencontrer Benjamin Franklin et j'ai pris le parti de raconter l'histoire comme s'il la racontait à Benjamin Franklin, à deux voix, parce que je voulais que les deux, lui et elle, parlent alternativement. Donc dans deux styles différents. Deux styles différents. Lui raconte une partie de l'histoire, elle raconte une autre partie de l'histoire. Et évidemment, les deux visions de la même histoire sont intéressantes parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Et Benjamin Franklin, lui, il se régale parce qu'il est un peu âgé, il est rentré aux États-Unis, personne ne s'occupe de lui. Alors, il voit arriver cette jeune femme qui répand comme ça un parfum merveilleux. Radieuse, lumineuse. Voilà, ça lui rappelle la France où il a eu beaucoup d'aventures, etc. Et alors, au fond, c'est Scheherazade, c'est-à-dire qu'il lui raconte, comme le lecteur se fait raconter une histoire. Il y a un bon feu dans la cheminée, il y a un thé qui fume sur la table, on lui raconte une histoire, il est heureux. Et j'espère que les lecteurs le sont aussi. En tout cas, moi, je l'ai été de le faire. C'est plus compliqué de se mettre dans la peau d'Aphanasie? Non, parce que... Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Et puis, je pense que, si vous voulez... Vous aimez les héroïnes? Moi, je tiens beaucoup à cet exercice difficile pour un écrivain qui est de parler autrement que de son propre point de vue. C'est-à-dire qu'il est de... Je pense que c'est ça, le cœur même, j'allais dire, de la fiction romanesque. Et c'est là où, pour moi, je fais une grande différence entre les gens qui racontent leur histoire et ceux qui racontent l'histoire des autres. Voilà. Et moi, je pense que c'est un défi. C'est un défi que j'ai relevé déjà dans le passé. C'est toujours difficile parce qu'évidemment, pas certain de viser juste. Il n'y a pas grand-chose de vous, en fait. Il n'y a pas grand-chose de moi et en même temps... Il y a une morale.
peut-être la morale, et puis Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire que on peut rester soi-même en se mettant dans la peau d'une femme. Je veux dire, c'est pas. Je pense que le romancier, il est capable de faire éclater son moi dans plein de personnages, tout en restant lui-même, si vous voulez. Alors, vous la décrivez amoureuse, cette femme, elle est très amoureuse de cet homme, et elle est stratège pour arriver à ses fins. C'est ainsi que vous représentez les femmes? Pas toutes, mais en tout cas celle-là, il est clair qu'elle était amoureuse puisqu'elle a tout plaqué et elle a même accepté que finalement son père, qui n'était pas d'ailleurs son père, qui était son beau-père, elle l'apprendra plus tard, meurt dans cette affaire, mais elle va tout quitter pour suivre cet Auguste-là. Ils vont traverser des difficultés considérables, mais ils vont aussi connaître des choses merveilleuses. Moi, ce que j'aime, c'est ça dans ces héros, si vous voulez, en particulier du XVIIIe siècle. Moi, j'avais envie de restituer ce parfum du XVIIIe siècle, cette ambiance un peu mozartienne, si vous voulez. Il y a un livre que j'aime énormément, c'est Les Mémoires de Lorenzo da Ponte, le librettiste de Mozart, qui raconte sa vie exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il traverse des moments difficiles, mais avec une espèce de bonheur et de force, quelque chose de solaire, si vous voulez, qui les porte tout le temps. Voilà. Et c'est le cas pour ces deux. Vous vous êtes rendu à Madagascar à quelle fin? Moi, je voulais voir où était mort Auguste, parce que, bon, je raconte pas toute l'histoire, mais, si vous voulez, à la fin, en effet, ça va se terminer par une confrontation avec les Français. Donc, on sait où est mort Auguste Beniowski, on sait dans quelles conditions il est mort. Moi, j'ai scénarisé tout ça, je l'ai transformé en une espèce d'épopée, mais l'endroit existe, c'est-à-dire qu'il y a à cet endroit, dans Madagascar, un endroit où tout est cultivé, il y a une colline qui est resté, c'est de la forêt primaire, toujours. C'est l'endroit où il est mort. Et comme si les Malgaches n'avaient pas voulu y toucher, comme si c'était sacré. Il y a périodiquement des missions de gens qui viennent de Hongrie, de Pologne, de partout, parce qu'il est toujours très célèbre, pour chercher sa dépouille, on ne l'a pas trouvé. Et les Malgaches continuent de creuser à cet endroit pour chercher un trésor. Ah bon? Et alors, moi, j'ai pas vu de trésor, mais... Vous l'avez pas cherché? C'est sa vie, le trésor. Qui sont vos premiers lecteurs? C'est mon fils. J'ai un fils aîné Maurice, voilà, qui est un très bon lecteur, c'est-à-dire très méchant. Enfin, très méchant. Il est capable... Parce que, vous savez, au bout d'un moment, quand vous avez eu des prix, quand vous êtes reconnu, etc., les gens n'osent plus vous dire de... Même votre éditeur? Surtout votre éditeur. C'est-à-dire qu'il... Et puis, quand il vous dit quelque chose, s'il vous dit que c'est bien, je sais qu'il est capable. C'est Jean-Marie Laclaftine, qui est un homme que j'adore et qui est très très bon éditeur, mais il y a toujours une petite méfiance en se disant, est-ce qu'il me dit vraiment ce qu'il me dit la vérité vraie, là, voilà. Alors mon fils, je sais que lui, il prendra pas de... Il est critique. Oui, il est critique. Je fais la part des choses. Vous corrigez ensuite, derrière? Alors moi j'écris à la main, j'envoie ça à une dame qui retape, enfin qui retranscrit. Qui me renvoie le fichier. C'est vraiment la méthode à l'ancienne, hein, pardon. Ben oui, tous les jours disent oui. Ben oui, mais c'est à l'ancienne, mais... mais ça marche. Voilà, et puis du coup j'ai des manuscrits, c'est des vrais manuscrits, parce que les gens n'ont plus de manuscrits aujourd'hui. Moi j'ai des manuscrits. Alors ils sont... Et à partir de là, en effet, je retravaille un peu. Est-ce que vous envoyez à chaque académicien votre livre? Oui. C'est vrai? Oui, avec une dédicace personnelle? Oui, bien sûr, oui. On le fait en général entre nous. Oui, je leur envoie. Et la tradition, c'est même de le déposer sur le bureau de l'académie. Et en séance, on le fait ou on ne le fait pas, mais... Voilà, on dit, tiens, un tel nous a fait l'amitié de déposer son dernier livre. Mais enfin, moi, je préfère l'envoyer individuellement. Vous l'avez envoyé à Dominique Bonnat? Bien sûr. Bon. Est-ce que vous l'avez envoyé à Nikos Aliagas? Oui, tout à fait, oui. Vous avez préfacé d'ailleurs son livre « Ce que j'aimerais te dire ». Alors, tous les deux, on est allés les voir et on leur a demandé de témoigner sur vous, Jean-Christophe Ruffin. Oh mon Dieu. Je suis fasciné par Jean-Christophe Ruffin. Fasciné parce qu'il représente une certaine idée de la France. Une France altruiste,
Pas du tout complexé, pas du tout hautaine. C'est un homme qui connaît son époque, qui connaît le vaste monde, qui peut faire des comparaisons entre les continents, les pays d'Afrique et l'Occident, etc. C'est ce qui lui donne cette envergure. Pour moi, c'est un exemple à suivre. On passe notre temps en Occident à mettre les gens dans des cases. Il est la preuve vivante qu'on peut être beaucoup plus de choses, on ne le croit, tout en étant intègre et libre. Il a son mystère, Jean-Christophe Ruffin. De temps en temps, il disparaît, il s'absente, on suppose qu'il est en voyage, ou bien dans sa chère montagne. C'est pas un homme de salon, Jean-Christophe Ruffin, il s'en fout. Il fait semblant. C'est un sauvage. C'est quand même quelqu'un de très pudique, qui confie peu de choses sur sa vie personnelle. C'est pas quelqu'un qui se livre facilement, qui parle de lui. Il aime plutôt écouter les autres et observer le monde. C'est sûrement un homme d'empathie, qui comprend les autres et qui pige au quart de tour qui vous êtes. C'est très curieux, mais il y a des personnes avec lesquelles le courant passe tellement vite. Ils ne savaient pas ce que je faisais à la télévision. C'est pas que ça ne l'intéressait pas, c'était pas important, mais en revanche, ce qui est important, c'est ce qu'on s'est dit. Il est parfaitement naturel. Disons que c'est un homme qui peut se déplacer d'un milieu à un autre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi simple. Il est aussi à l'aise dans un village africain ou dans les Balkans que dans des salons de l'Académie française en tenue. Voilà un homme libre. Cette liberté qui est la sienne, certainement dans sa vie, elle est aussi dans ses livres. Je crois que ces livres sont les livres et les romans d'un homme libre. Je suis fier de l'avoir rencontré sur ma route. Dites-moi, je vais rougir là, je vais exploser, c'est terrible. Alors l'homme simple, il peut accepter les compliments. Oui, mais c'est surtout de compliments de gens que j'aime et que j'admire, voilà, parce que ça me touche beaucoup, mais bon, voilà. Vous allez me faire rougir, Catherine. Bien sûr. Alors c'est vrai que vous êtes un homme assez secret, mais on sait, lorsque nous sommes allés dans votre chalet, que vous aimez le tir. Oui, j'aime le tir. Alors, bon, on n'a pas souhaité qu'il y ait un pistolet ou qu'il y ait un tir sur ce plateau, mais en revanche, comme on sait que vous aimez la concentration, la précision, puisque c'est lié à cette discipline, alors on va vous demander de jouer aux fléchettes. Oh mon Dieu, alors ça, je suis pas très bon. Alors, précision, ah non, alors, concentration. Ah oui, alors là, ça c'est... Je tire au pistolet. C'est beaucoup plus festif qu'un pistolet. Ouais. J'y vais? Oui, s'il vous plaît. Ah bah, pas mal. Ouais, enfin... Ah non, ça va. Concentration. Aïe, aïe, aïe. Concentration. Terrible. Oh là 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 là. Concentration. Aïe, 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 aïe. C'est affreux. Bon, ben... C'est beaucoup plus dur qu'un pistolet. Ah oui, 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 beaucoup plus, beaucoup plus. Voilà. Voilà. Ouais, mais enfin, là, j'ai pas de mérite. Non? Petit dernier. Eh bien, écoutez, c'est lamentable, lamentable. Voilà. En fait, vous n'êtes pas allé suffisamment dans les fêtes foraines. Ah ben vous oui, les non, fréquenter davantage. Dans les bars anglais. N'est-ce pas? Votre liberté, elle a un prix? Oui, ça m'interdit de faire certaines choses, en effet. Peut-être une carrière, d'ailleurs, au fond. Une carrière? Oui. Elle est déjà pas mal, votre carrière? Non, non, mais je veux dire une carrière suivie, si vous voulez. Voilà, je fais quelque chose pendant 3-4 ans, et puis ensuite, j'ai besoin de récupérer ma liberté. Je voudrais qu'on accueille, parce que vous l'avez souhaité, et on a été ravis, en fait, de cette proposition, de recevoir Marielle Gallet. Bonjour, Marielle. Bonjour. Je le disais en début d'émission, vous vous connaissez, vous connaissez bien évidemment l'époux donc de Marielle, Max Gallo. Nous le connaissons aussi parce que nous avons eu le plaisir de l'accueillir très souvent. Et il est vrai que nous avons été très touchés par ce livre, Bella Ciao. Vous nous expliquerez pourquoi, mais quand on sait qu'il est d'origine italienne, on comprend très vite. Et c'est vrai que c'est touchant parce que vous parlez avec beaucoup de vérité de
de la maladie aujourd'hui dont il est victime. Il a la maladie de Parkinson. Ils sont très nombreux d'ailleurs de par le monde à vivre cette maladie. Le 11 avril, c'est-à-dire mardi, c'est la journée d'ailleurs de la maladie Parkinson. C'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur cette maladie. On n'en parle évidemment pas suffisamment. Comment, tout d'abord, elle se déclare? Elle ne se déclare pas. Elle est très sournoise parce que les premiers symptômes sont des symptômes qui peuvent être attribués simplement au vieillissement, comme le tremblement, un ralentissement des mouvements, une certaine difficulté à s'extraire d'un profond fauteuil. Enfin, rien de très inquiétant au départ. Ça n'est en fait que lorsqu'on peut regrouper tous ces symptômes, c'est-à-dire, en fait, quand le diagnostic a été posé, qu'on comprend que c'était les prémices de cette maladie. Enfin, les prémices, non, puisqu'il paraît que lorsque les premiers symptômes apparaissent, la maladie est déjà installée dans le cerveau, c'est-à-dire la destruction de la dopamine. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a cette période... Ensuite, le diagnostic est posé, mais il y a cette période qu'on appelle de façon... très poétique, la lune de miel, où ces symptômes ne sont pas très gênants. Enfin, ils sont un peu gênants. On peut les dissimuler. On peut les dissimuler. On met sa main droite qui tremble sous la table et en fait, on ne dit rien à personne et ça va à peu près. Vous, Jean-Christophe Rufin, l'ami, le collègue aussi, tous les deux, vous êtes des académiciens, vous aviez décelé quelque chose? Moi, j'ai fait le diagnostic très tôt, en fait, de la maladie de Max, parce que c'est mon métier. En plus, en médecine, ma spécialité, c'est la neurologie. Donc, je suis assez exercé à voir ça. Il y a des choses aussi, comme la micrographie, le fait d'avoir l'écriture qui devient difficile et plus petite. Puis surtout, la rigidité, il avait une forme assez akinétique au début, et espèce de masque, etc., qui était assez caractéristique. Mais bon, évidemment, dans ces cas-là, c'est toujours compliqué pour les médecins parce qu'ils voient les choses avant, mais évidemment, on ne sait pas si la personne est consciente ou pas, donc il n'est pas question d'en parler. Mais je ne sais pas quand il l'a appris lui-même, en fait. En 2008. Oui, c'est assez récent en fait. Nous l'avions rencontré chez lui, c'était en septembre 2007. Il était bien évidemment à son bureau. Il venait d'être élu à l'Académie française. Très heureux, bien sûr, de cet honneur. Et il nous avait accueillis et nous expliquant comment il travaillait. L'écriture suppose un oubli total de l'environnement et c'est pour ça que je me lève très tôt pour pouvoir écrire, disons, entre 4 heures du matin et 7 heures, par exemple. Là, vous avez 3 heures qui sont pures. Je ne comprends pas d'ailleurs que des gens puissent dormir après 4 heures du matin. Mais bon, ça, c'est purement personnel. Oui, j'adore cette réflexion. Oui, il se couche tôt aussi, il se couchait tôt. C'est tout à fait lui. Oui, il se couchait quand même relativement tôt. Moins tôt qu'aujourd'hui, mais il se couchait tôt. Alors, vous dites, Marielle, j'imagine que Max se sent plutôt emmuré peu à peu dans son propre corps. Un corps qui se bétonne jour après jour. Les jambes pèse des tonnes, les bras ne répondent plus, il déclare qu'il veut en finir, mais ses idées suicidaires sont fugaces. Je crois le danger aujourd'hui écarté. Il me semble qu'il n'aurait plus la force de prendre une telle décision, ou plus exactement, de la mettre en œuvre. Oui. Vous avez craint? Oui, j'ai craint. On a eu une très très mauvaise année en 2015, et d'ailleurs je demandais souvent, chaque fois que je voyais Jean-Christophe, je venais lui demander... comment me sortir de cela, parce que le neurologue que Max avait au départ est parti en retraite. Et bien sûr, tu m'avais indiqué un très bon professeur. Le problème, c'est que Max, qui a quand même gardé son caractère intact, ne veut pas mettre un pied à l'hôpital. Donc ça complique. Et en plus, à ce moment-là, il avait une exigence d'avoir un neurologue qui soit tout près de chez nous, c'est-à-dire qu'on puisse y aller à pied. Vous voyez, donc ce sont des conditions difficiles à réunir. Résultat, il est resté sans traitement pendant toute cette année 2015 et là, ça a été vraiment très, très, très difficile. Est-ce qu'il connaît le déni? Est-ce qu'il existe le déni de sa maladie? Oui, bien sûr. Et j'allais dire heureusement, de temps en temps.
quand je lui lisais les chapitres de ce livre, que je lui lisais chapitre après chapitre, parfois, moi, je m'étranglais dans un sanglot. Et parfois, lui, pour repousser cette maladie, il parlait du personnage à la troisième personne, ce qui est une forme de déni. Il disait même, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux monsieur dont tu parles, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis après, dès que je reviens à notre histoire, puisque je raconte aussi notre histoire d'amour, alors là, c'est autre chose. Il devient, enfin, lui qui a écrit 150 livres, il devient un personnage de roman, et là, il était tout à fait satisfait. Il est toujours connecté néanmoins à la réalité du monde? Ah oui, à la réalité, oui. Oui, oui. Il y a les moments de confusion, mais sinon, il est tout à fait dans la réalité. Non, mais c'est important de souligner que ce n'est pas uniquement un livre sur cette maladie, et sur sa maladie. C'est un livre sur votre histoire. C'est-à-dire que c'est ça qui est, votre je trouve, très émouvant. Et votre histoire d'amour. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est... Alors, ça peut choquer certains, ça peut... Moi, je l'ai lu comme un livre d'amour. Je l'ai lu comme, d'abord, un livre extraordinairement pudique, malgré tout, parce que même si, on raconte tous les tracas, pour utiliser un mot très faible, de cette maladie, c'est avec beaucoup de tendresse, et puis c'est surtout mis en perspective avec une histoire d'amour. Oui, oui. Voilà, c'est une déclaration d'amour à l'occasion de la maladie. C'est ça. J'ai pas écrit un livre sur la maladie, parce que d'abord, je n'en ai pas les compétences, et puis cette maladie, j'ai appris à la découvrir au jour le jour, et c'est surtout, effectivement... Comment réagissons-nous? C'est quelque chose que chacun peut partager. Et puis avec le vieillissement de la population, je pense que nombreuses sont les personnes qui vont se trouver dans cette situation. C'est l'amour à l'épreuve de la maladie. C'est ça le sujet. Bella Ciao, on l'écoute et vous nous expliquez pourquoi. Ça fait partie de votre histoire d'amour. Oui, 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 oui. Ça, racontez. C'est sa déclaration d'amour à lui, puisque nous nous sommes rencontrés en politique auprès de Jean-Pierre Chevènement. Et dans la soirée, j'étais assez loin de lui à table. Et il a voulu attirer mon attention. Et pendant qu'il y avait une espèce de musique zinzin, il a tout arrêté et il s'est mis à chanter a cappella Bella Ciao. Mais il a une très très belle voix. Je ne sais pas si vous vous souvenez comme il a une belle voix, mais vous l'avez peut-être pas entendu chanter. Un orateur prodigieux. Un orateur prodigieux. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir fait découvrir ce livre. Merci Marielle aussi de l'avoir écrit. Merci. Oui, je pense qu'il a valeur d'exemple aussi pour beaucoup de personnes qui sont aussi dans la maladie, qui vivent la maladie. Beaucoup de courriers, oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Jean-Christophe, je vous emmène au dos à dos. Vous en êtes d'accord? Avec plaisir. On y va. Dos à dos avec vous, Jean-Christophe Ruffin, et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? J'irai chez le coiffeur. Ce que je devrais faire ce matin. Donc même un homme. Ah oui, les femmes, ça se résume au coiffeur. Non, mais voilà, d'accord. Homme ou femme, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. La maladie que vous craignez le plus? Le cancer, les cancers. Qu'est-ce qu'il y a de moins académique en vous? Mes chaussures d'habitude. Votre dernière nuit d'ivresse? Je sais pas, je cherche avec Sylvain Tesson, mais... Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? De pouvoir aller à la montagne quand j'en ai envie. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Mon goût de la solitude, je crois. Une convention sociale qui vous agace? Les dîners. Qu'aimeriez-vous changer en vous? Mon nom. Votre nom? Mon nom de famille, oui. Ah bon? C'est mon nom de mon père et je n'avais pas de très bonne relation avec mon père. Donc voilà, j'ai toujours un peu souffert de me rattacher à cette partie-là de la famille. Une dédicace, Jean-Christophe Ruffin, toute prête? Avec toute mon affection. Un prétexte pour refuser une invitation? Les voyages, toujours.
Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? J'aimerais avoir de nouveau des cheveux. Voilà, j'ai toujours aimé les cheveux. Voilà. Mais j'ai toujours des cheveux, hein, je suis comme. Mais je sais pas, c'est triste de perdre mes cheveux. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Aller au Groenland, je voudrais aller en Arctique, sur tout le continent arctique. Et une chanson, Jean-Christophe, qui vous rend joyeux? Peut-être à Garota d'Ipanema, la fille d'Ipanema, oui, le Jean Gilberto. Ouais. Et vous pensiez qu'on ne le savait pas, ça? Bien sûr qu'on le savait. On l'a même préparé. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem, que passa, doce balanço, calor do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Mais dansez avec nous! Profitez-en! C'est trop bien! Les bossa nova! Ouais. Et puis vous, le Brésil, alors vous connaissez, hein? Oui, bien. Vous avez été attaché culturel au Brésil? J'étais attaché culturel au Brésil. Il y a un très beau livre de Jean-Paul Delfino qui vient de paraître sur l'histoire de la samba, du samba d'ailleurs on dit en portugais. Voilà, et c'est toute l'histoire en fait du Brésil moderne. Oui, et puis vous avez quand même écrit 2 livres. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Vous avez valu quelques prix. Hein? Oui, mais le Brésil est resté un peu... voilà, je parle portugais, donc voilà, le portugais du Brésil. Ce qui fait qu'au Portugal, on me dit tu parles comme un joueur de football, parce que c'est très différent en fait. Voilà. Et j'ai appris le portugais dans les chansons. Le Tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe Rufin, c'est chez Gallimard. C'est vraiment un livre voilà, qu'on dévore, ou qu'on peut d'ailleurs lire aussi chapitre après chapitre, avec vous voyez, délectation. Il y a 2 rythmes possibles. En tout cas, on l'a beaucoup apprécié. Et puis, quel imaginaire! Ça foisonne là-dedans. Lui aussi, hein, il avait beaucoup d'imagination. Ah oui. Oui. Le Tour du monde en 80 jours, c'est aux éditions des Saint-Père. C'est le manuscrit donc de Jules Verne. Et vous l'avez préfacé. Oui, c'est une maison d'édition qui en fait publie ces facsimilés. Enfin, c'est plus que des facsimilés, ce sont vraiment des reproductions de manuscrits. Là, il y en a 2 d'ailleurs, parce que Jules Verne en fait écrivait et se recopiait beaucoup. Voilà, il y a 2 manuscrits, il y a le manuscrit dit définitif et puis un manuscrit de Nantes. Alors c'est très intéressant pour il raturait beaucoup lui, hein, il raturait, oui, parce que et puis on voit qu'il écrivait à la plume, alors l'encre et les personnages changent de nom, par exemple entre les 2 manuscrits, Passepartout change de nom. Enfin voilà, c'est très émouvant de lire ce texte, enfin de déchiffrer ce texte dans cette édition originale. Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne aux éditions des Saint-Père. Merci beaucoup. Vous savez que l'artiste qui exposait sur le plateau de Thé ou Café a pour nom, vous ne le savez pas d'ailleurs, Pierre Delcourt. Et Pierre Delcourt, il travaille en Bretagne. Il expose à Paris actuellement jusqu'au 22 avril à la galerie Arecci, rue Keller, à Paris dans le 11e. Et dans son exposition, qui a pour titre Terre ultime, il peint un ailleurs poétique. C'est ainsi qu'il définit son travail avec un mélange de pigments, terre, bleu outre-mer, cendré. Son nom, Pierre Delcourt. Vous appréciez? Oui, beaucoup. Ça me fait penser évidemment à Turner. Enfin, c'est cette explosion de la couleur comme ça. Et c'est très très beau. Samedi prochain, nous recevrons Lambert Wilson. Vous le connaissez? Non. C'est un homme aussi qui est très engagé. Très engagé auprès des associations notamment. Puis c'est un très bel acteur. Et c'est aussi un chanteur puisqu'il fait des reprises d'Yves Montand. Et puis dimanche, on parlera, vous savez, des murs végétaux. Et c'est Patrick Blanc qui les a créés, notamment celui du musée, vous savez, des arts premiers, le musée du Quai Branly. Et puis Sophie Davant sera avec nous aussi. Elle nous parlera de son ouvrage qui vient de sortir et sa vision de la vie. Jean-Christophe, c'était un plaisir. Merci Catherine.
Vous retournez sur vos terres, là? Très bientôt. Sur vos Très terres et dans les terres Alpes. verticales. Voilà, c'est ça. Là, pour le moment, vous étiez, comme vous nous avez dit, à l'horizontale. Oui, enfin, tout bien, tout honneur. Oui, voilà. Portez-vous bien. L'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Passez une très, très bonne semaine. Portez-vous bien. Merci vraiment de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir. Merci Jean-Christophe. On va faire un petit selfie ensemble. Au revoir. She